Si je vous dis Alstom, vous pensez sans doute à des trains. Et vous n'auriez pas tort. En France, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà voyagé dans une rame de métro, un tramway ou un TGV signé Alstom. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'avant d'être l'emblème du ferroviaire, Alstom c'était surtout un géant de l'énergie. Un fleuron français qui a équipé un tiers des centrales nucléaires dans le monde. Bref, un symbole de l'excellence industrielle tricolore. Enfin ça, c'était jusqu'en 2014. Cette année-là, un deal tombe sans que personne ne s'y attende. L'américain General Electric rachète Alstom pour 12 milliards de dollars. Dit comme ça peut paraître énorme, sauf que cette vente déclenche immédiatement un scandale d'État. La raison est simple, 12 milliards, c'est pour beaucoup le prix auquel la France a vendu sa souveraineté énergétique. Et surtout, certains accusent les États-Unis d'avoir forcé la main avec des pressions, des menaces et des conflits d'intérêts jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Elle implique d'ailleurs directement Emmanuel Macron qui a défendu cette vente auprès de François Hollande, son mentor de l'époque. Vous allez voir, l'histoire est folle. Alors, installez-vous et laissez-moi vous raconter comment la justice américaine a mis la pression sur un patron du CAC 40 pour le forcer à brader une exception française. Alors, pour aller à l'essentiel, Alstom, c'est une entreprise alsacienne presque centenaire. Elle crée des locomotives, d'où son activité dans les transports encore aujourd'hui, mais dès les années 30, elle se spécialise dans la production d'électricité grâce à ses moteurs à vapeur. Alors, quand au début des années 70, l'État construit sa première centrale nucléaire à Fessenheim, il se tourne logiquement vers Alstom. Pour que vous compreniez bien, elle ne fait pas le réacteur, mais fournit ce qu'on appelle l'îlot conventionnel. Sans partir dans un cours de physique nucléaire, c'est ce qui permet en gros de transformer la vapeur des réacteurs en énergie électrique grâce à des turbines et plein d'autres pièces essentielles et compliquées à fabriquer. En plus de ça, Alstom livre le système de refroidissement et les panneaux de commande. C'est vraiment une livraison clé en main du système et c'est ce qui a convaincu des pays comme la Russie, la Chine ou les États-Unis de passer par elle. En France, elle a évidemment profité du choc pétrolier de 74 quand le gouvernement a décidé de passer du pétrole au nucléaire. D'autant qu'Alstom est en monopole, puisque l'entreprise a équipé les 58 réacteurs de nos 18 centrales. Bref, vous l'avez compris, c'est un géant essentiel au pays. Dans tout ça, sa branche énergie prend rapidement de la place et représente 70% du chiffre d'affaires du groupe, loin devant les transports. On arrive en 2000, Alstom pèse gros. On parle d'environ 8 milliards d'euros, donc tout va bien, mais la faute va s'abattre. Cette année-là, Alstom termine le rachat d'ABB, un groupe suédois qui fait des turbines à gaz pour presque 3 milliards. L'opération, plutôt classique dans ce marché où il faut être énorme pour amortir les coûts fixes, dont jusque-là, rien d'anormal. Mais tout ne se passe pas comme prévu. L'une des gammes de turbines qui est vendue par ABB est complètement défaillante et elle doit vite être réparée. Sauf que l'addition est plus que salée pour Alstom, 4,5 milliards d'euros. Combien ? La réparation fait vraiment très mal. Et au passage, ça entache sa réputation et ses commandes se réduisent. Et en 2003, le géant est à terre, avec un déficit sur l'année de 1,4 milliard d'euros. Au total, il n'a plus que 900 millions d'euros de trésorerie alors que sa dette explose et qu'il y a déjà 17 milliards d'euros d'engagement à rembourser. On peut clairement parler de catastrophe industrielle pour une entreprise vitale à la France qui est proche de la faillite. Le gouvernement se doit d'intervenir et sort donc l'artillerie lourde. Le ministre de l'économie de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, convainc le gouvernement de donner de l'air à sa pépite et d'entrer au capital à hauteur de 21% pour 720 millions d'euros. C'est à ce moment-là un matelas inespéré pour Alstom qui peut se relancer, notamment grâce à l'action de Patrick Kron. Retenez bien ce nom parce que c'est à la fois le sauveur et le fossoyeur de l'entreprise. Le sauveur d'abord parce qu'il vient d'arriver en tant que PDG et qu'il relance la boîte vers la rentabilité. Dans ces cas-là, vous savez comment c'est, il fait chuter les effectifs dans le monde et il vend des filiales non essentielles pour éponger les dettes. Résultat, Alstom revient dans le vert en gagnant 136 millions d'euros et en retrouvant sa croissance perdue. Bonne opération pour l'État aussi, puisqu'il va revendre ses 21% à Bouygues et prend au passage une jolie plus-value de 1,26 milliard d'euros. Bref, tout va pour le mieux, Alstom est relancé, l'État y a trouvé son compte et le nucléaire français se porte bien. Enfin ça ne durera que quelques années. Bon, avant que je vous parle du tour de force des États-Unis, et vous allez voir c'est assez fou, si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément pour produire ces vidéos. Un grand merci pour ça et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire qu'Actionnaire, c'est avant tout une newsletter quotidienne, gratuite, lue par plus de 80 000 personnes.
Tous les matins, du lundi au vendredi, vous recevez un petit récap de l'actu éco et financière. C'est accessible, c'est facile à lire en 5 minutes et ça vous donne une vraie longueur d'avance et une compréhension sur les sujets ultra importants. Passez par le lien en description pour vous abonner. Alors vous le verrez, vous ne le regretterez pas et de toute façon, vous pourrez vous désabonner. Bref, revenons à cette fameuse histoire avec la justice américaine. Est-ce que vous connaissez le FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act? À moins que vous ne soyez spécialiste du droit des affaires, il y a peu de chance. C'est pourtant ce qui a poussé Patrick Cron à brader son bébé qu'elle a eu tant de mal à redresser. Le FCPA, c'est une loi américaine qui date de la fin des années 70. Et son fonctionnement est simple. Si vous êtes une entreprise non américaine, toute corruption réalisée aux États-Unis peut vous mettre la justice américaine à dos. Jusqu'ici, c'est plutôt logique. Mais là où cette loi est un peu plus vicieuse, c'est que son périmètre est très large puisqu'il suffit de faire un virement en dollars passant par une banque américaine ou d'envoyer un email routé via les États-Unis pour que la justice américaine soit compétente. Ce qui permet en 2010 au département de la justice de poursuivre Alstom quand il découvre des affaires de corruption en Asie pour détenir des marchés. Grâce au FCPA, les États-Unis peuvent lancer une action en justice alors qu'ils n'ont subi finalement aucun préjudice et que ni la France ni les pays concernés n'en ont lancé. Évidemment, il ne s'appuie pas sur rien. Alstom a bien corrompu des parlementaires pour plusieurs dizaines de millions d'euros. C'était d'ailleurs pas vraiment difficile à découvrir puisqu'à peu près toutes les sociétés du secteur utilisaient ces méthodes à l'époque. La justice américaine a donc des preuves et menace Alstom d'une amende de 1 milliard de dollars. C'est énorme, plus de la moitié de la trésorerie disponible, mais bon, ça ne fait pas vraiment peur à notre Français qui est pas loin de laisser la justice américaine en vue parce qu'il estime qu'il ne lui doit rien. Mais 3 ans plus tard, la donne change. On est en 2013, un cadre d'Alstom part en voyage d'affaires à New York, c'est Frédéric Pierucci, le patron de la branche chaudière qui opère depuis Singapour. Il est important, mais il reste quand même assez loin des grands patrons dans la hiérarchie. C'est pourtant lui qui va se faire arrêter à l'aéroport JFK dès sa sortie de l'avion. 5 membres du FBI le menottent, et après un jugement express, il est incarcéré dans une prison de haute sécurité. On se croirait dans un film, mais Frédéric ne comprend pas. On lui reproche des faits de corruption qui ont lieu 10 ans plus tôt en Asie. Bon, il ne nie pas qu'il était au courant, mais il explique qu'il n'était pas à la baguette, loin de là. Peu importe pour le département de la justice qu'il condamne à 14 mois de prison. Les États-Unis viennent de frapper du poing sur la table, et le message à Alstom est clair. Mettez-vous en règle, ou vous serez en danger dès que vous poserez le pied sur notre sol. Forcément, le principal visé, c'est Patrick Cron. Le PDG est au courant de toutes les affaires de corruption et se rend régulièrement aux États-Unis pour conclure des deals. Jusqu'ici, il n'était pas inquiété par la menace d'une amende. Mais là, on parle d'être emprisonné avec les détenus les plus dangereux d'Amérique. Alors, la peur monte au fil des mois et il commence à discuter avec la justice américaine. Alors, on pourrait se dire qu'Alstom a juste à régler son amende, même de plus d'1 milliard pour éviter le pire. Sauf que là, coup de tonnerre. 1 an après l'emprisonnement de Frédéric Pierucci, une dépêche de Bloomberg surprend tout le monde économique et politique. Le 24 avril 2014, le média de référence dans la finance annonce que la branche énergie d'Alstom est en discussion pour se faire racheter par General Electric, son concurrent américain. Bloomberg avance même que le deal est presque bouclé, que ce n'est plus qu'une question de jours. Et là, évidemment, c'est un séisme dans l'industrie, puisque normalement, ce genre de prise de contrôle fuite dans la presse bien plus tôt. Et pour bien comprendre l'envergure de l'opération, General Electric, c'est l'une des plus grandes entreprises au monde en termes de chiffre d'affaires, et Alstom, c'est quand même la 3e plus grosse entreprise de l'énergie, avec un carnet de commandes rempli pour plusieurs années. Le géant français aurait dû prévenir les politiques français, qui doivent valider leur rachat, et qui sont mis devant le fait accompli par un média américain. Vous l'avez compris, tout s'est joué dans leur dos. Certains parlent même d'un dîner à 5 personnes seulement, pour discuter d'une affaire à 12 milliards de dollars. Bref, le gouvernement français bouillonne de rage, enfin, surtout lui. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 ? Lui, c'est Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie de l'époque. Et il est totalement opposé à cette vente. Pour lui, c'est un acte de soumission aux Américains. Il est persuadé que Cron s'est courbé face aux menaces d'incarcération. Alors, il va tout mettre en œuvre pour freiner le deal. Il fait par exemple passer un décret qui force Alstom à obtenir l'accord de l'État pour vendre. Mais Montebourg a du mal à rallier à sa cause. Et surtout, il se bat contre des lobbyistes qui défendent cette vente dans les médias. On a par exemple, le même soir, le PDG de General Electric au JT de France 2 et Patrick Cron sur celui de TF1. Le PDG d'Alstom est clair, les menaces américaines ne lui font pas peur et ne motivent pas la vente.
Des rapports d'enquête prouveront le contraire d'ici quelques années, mais à ce moment-là, il préfère parler d'une vente logique et stratégique. Surtout, il explique que ce n'est pas un rachat, mais bien une fusion. Avec 10 ans de recul, ça ressemble quand même plus à un rachat. Mais bon, pour mener à bien l'opération, presque 500 millions d'euros auraient été dépensés pour s'entourer des plus grosses agences de communication, des cabinets d'avocats et des banques d'affaires. Mais le problème, c'est que certaines enquêtes ont pointé du doigt de gros conflits d'intérêts. La communication de General Electric est par exemple assurée par un ami proche de Manuel Valls, le Premier ministre. On a aussi un conseiller influent du ministère de l'économie qui rejoint General Electric pendant le deal, et son nouveau poste pose question puisqu'il est nommé directeur des affaires publiques, autrement dit chef du lobbying. Autre exemple, et pas des moindres, Alstom est conseillé par un cabinet d'avocats, dont le président n'est autre que le frère du PDG d'Alstom. Évidemment, toutes ces personnes ont nié avoir mis leurs intérêts personnels avant ceux de la France, mais ça pose forcément question. Pendant 2 mois, la vente est donc retardée par Arnaud Montebourg, mais il faut trancher. Une réunion est organisée en très petit comité à l'Élysée pour choisir entre 2 options. Le rachat par General Electric ou une alliance avec Siemens et Mitsubishi qui se sont manifestés quand ils ont su qu'Alstom était à vendre. Montebourg, il est plus favorable à cette option, qui est plus un partenariat qu'une absorption, mais il se heurte au refus d'un des hommes les plus influents dans les couloirs du gouvernement à ce moment-là, un certain Emmanuel Macron. Le président n'est à l'époque que secrétaire général dédié aux affaires économiques et il est totalement favorable à l'offre de General Electric. Il plaide d'ailleurs en sa faveur auprès de Manuel Valls et François Hollande. D'ailleurs, Hollande a aussi ses intérêts dans une vente à l'américain. Il ne veut pas froisser le groupe Bouygues, qui veut céder ses parts, je le rappelle, alors qu'il a enfin réussi à réconcilier son parti, le PS, avec TF1, la chaîne du milliardaire, après des années de tension. Alors, devant leur obstination à vendre à General Electric, Montebourg tente une dernière flèche, la nationalisation du secteur. Emmanuel Macron lui a répondu qu'on n'est pas au Venezuela, selon Montebourg, et Hollande tranche en faveur de l'américain. 48 heures plus tard, la promesse de vente est actée avec 3 engagements. Créer 1000 emplois, garder les centres de décision en France et prêter les actions de Bouygues à l'État pendant 20 mois. Mais plus de 10 ans après, le bilan n'est pas glorieux. Pour ce qui est des emplois, ça a été tout l'inverse. 5000 emplois ont été détruits depuis le rachat et ça a affaibli tout le territoire de Belfort où l'essentiel de l'activité était concentré. Pour les centres de décision, ils étaient déjà partis avant même que la Commission européenne ne valide le rachat en 2015. Le prêt d'action est le seul à avoir été respecté, mais après le délai de 20 mois, l'État n'a pas exercé son option pour garder ces 20%, qui représentaient pourtant une plus-value de 350 millions d'euros par rapport au prix où il l'avait eu en 2013. Résultat, elles sont revenues à Bouygues, qui a récupéré le jackpot, ce qui a poussé l'association Anticor à porter plainte pour corruption contre l'État. Mais revenons quelques années plus tôt, quand il faut finaliser le deal. À l'époque, un remaniement va arranger General Electric. Montebourg est débarqué et le nouveau ministre de l'économie n'est autre que Emmanuel Macron. C'est donc lui qui finalise les derniers détails et s'assure du service après-vente. Ça y est, cette fois c'est bon, Alstom est officiellement vendu à General Electric pour environ 12 milliards d'euros. Dans les médias, le lobbying fonctionne à plein régime et on félicite même la France. On dit que si les Américains nous rachètent, c'est qu'on fait de bonnes choses. De son côté, Montebourg voit rouge. Pour lui, c'est de la soumission à l'empereur américain, à qui la France a bradé sa souveraineté énergétique. Et dans les faits, il faut lui accorder que depuis, la France dépend de puissances étrangères pour produire son électricité. Des éléments essentiels de nos centrales nucléaires ne nous appartiennent plus et leur maintenance doit être assurée par des puissances étrangères. Mais ce n'est pas tout, parce que la soupe est décidément très bonne. Alstom règle 772 millions de dollars d'amende auprès de la justice américaine pour les faits de corruption qui lui sont reprochés. Patrick Kron en profite pour rappeler que cette amende n'a pas du tout joué dans le deal. En parlant de Kron, les années suivantes vont le mettre dans l'embarras. Un rapport d'enquête mené par le député Olivier Marleix, récemment décédé, conclut en 2018 qu'il y a un lien entre ces menaces d'amende et les arrestations de cadres d'Alstom avec la vente. Il confirme ce que disait déjà en 2015 un grand défenseur de la vente, Emmanuel Macron. Parce que oui, même si l'actuel président était favorable à la vente pour des raisons économiques, il a reconnu après coup que les pressions ont pu jouer. Cette affaire est d'ailleurs restée le talon d'Achille de Macron. Et des révélations au fil des années l'ont un peu mis dans l'embarras. La presse a notamment révélé que certains hauts dirigeants d'Alstom, qui ont facilité la vente et ont pris 35 millions d'euros de primes en cumulé, ont financé sa campagne présidentielle. Ce qui, encore une fois, n'est pas du tout illégal, mais elle mérite de poser quelques questions. Vous le comprenez maintenant, la branche énergie d'Alstom a connu des bains à remous. Et je crois qu'on peut en dire autant de la branche que vous connaissez tous, celle des transports.
qu'il faut comprendre, c'est qu'Alstom n'a pas disparu pour autant. Patrick Kron est parti en 2016 et la branche transport, celle que vous connaissez et utilisez potentiellement tous les jours, elle est restée française. Et parmi ces faits d'armes, elle a construit le métro dans 70 villes, dont Dubaï ou Hanoï, fait rouler 8000 trams dans 50 métropoles à travers le monde, et elle a construit tous les TGV en France. Mais cette branche est pas passée loin de fusionner, elle aussi, avec un concurrent. L'affaire était ficelée pour une alliance avec Siemens, oui, les mêmes qui voulaient déjà faire une alliance avec la branche énergie. L'Allemand aurait eu un poil plus que 50% du capital, et le deal, qui était soutenu par Berlin et Paris, aurait créé un nouveau mastodonte du rail. Elle aurait notamment permis aux deux concurrents de mutualiser leurs forces pour concurrencer le chinois CRRC. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand Siemens et Alstom construisent 35 rames par an en cumulé, lui en fait un petit peu plus. Cette fusion permettrait de mettre un gros coup de boost et devenir numéro 2 mondial en volume. Mais ça, c'était sans compter l'avis de la Commission européenne. L'Union européenne avait peur d'un monopole sur le rail et la signalisation, ce qui se serait traduit potentiellement par une perte de la concurrence et donc une hausse des prix pour les consommateurs. Les détracteurs rappellent quand même que 5 ans plus tôt, la Commission avait autorisé une position très dominante à General Electric dans le rachat d'Alstom, ce qui est finalement assez ironique. Bref, Alstom se console en rachetant un autre concurrent, le canadien Bombardier. L'opération lui coûte plus de 5 milliards d'euros, mais elle a le mérite d'en faire le numéro 2 mondial du ferroviaire. C'est un géant dans l'industrie avec ses 75 000 salariés qui font plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et il a de quoi voir venir, puisqu'il enregistre plus de nouvelles commandes qu'il ne fait de chiffre d'affaires. Concrètement, son carnet de commandes est plein pour les 5 prochaines années. Sur le papier, tout va bien, mais quand on regarde de plus près, c'est loin d'être la folie. Le groupe a eu du mal à avaler le rachat de Bombardier d'un point de vue logistique et surtout financier. Alstom a aujourd'hui une dette nette de 434 millions d'euros et surtout, il accumule les retards par rapport à son carnet de commandes. Tout ça a forcé le groupe à lancer en 2023 un plan de départ de 1500 personnes. Il fallait améliorer les marges, mais ce n'est toujours pas suffisant puisque le cours de bourse d'Alstom s'est effondré de 16,7% en bourse en mai dernier. Comme je vous l'ai dit, ces résultats sur le papier étaient bons, mais les prévisions de flux de trésorerie s'étaient dégradées et ça a suffi à effrayer les investisseurs. Alors oui, Alstom n'est pas dans le rouge, mais il faudra assez rapidement redresser la barre pour éviter de nouveaux plans sociaux. Pour l'instant, on en est encore loin et le géant du transport a encore beaucoup à apporter sur le rail. Contrairement à sa grande sœur de l'énergie, elle ne devrait pas être vendue à une puissance étrangère. Et même si la situation pourrait être meilleure, c'est peut-être ça le plus important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Dylan, j'étais très content de vous partager cette histoire sur Alstom. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous le savez c'est hyper important pour nous, pour toute l'équipe, pour que l'on puisse se développer et vous proposer toujours plus de formats business. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes.